La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois ? Une femme en short. Une joueuse de tennis en short. Franchement, tu trouves ça normal, toi ? Une femme en short, si je trouve ça normal ? Ouais, et une joueuse de tennis professionnelle. Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça dépend du short, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle ? Maintenant, les joueuses professionnelles, ça, je sais pas. Enfin... Vous préférez la jupette, vous, c'est ça ? Oui, je préfère la jupette. Je vais finalement reprendre une petite suce, s'il te plaît. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. On garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Gol Volant, bienvenue dans le podcast Sport et Société. Alors, aujourd'hui, pour vous plonger dans notre thème du jour, on démarre tout de suite par un extrait sonore. Alors, quel est ce sport où les gens qui le pratiquent hurlent comme s'ils étaient en train de se battre ou de... Enfin, vous voyez, quoi. En même temps, je dis ça, moi, je me suis jamais battu. Et puis, ça fait longtemps que... Bon, on passe. Et oui, aujourd'hui, on vous parle du tennis, de ces drôles de gens qui courent armés d'un étrange objet, sorte de grande tapette à mouche derrière une balle étonnamment jaune et qui poussent des grands cris. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le tennis n'existe plus depuis juin dernier. Peut-être même aviez-vous oublié son existence depuis le dernier Roland-Garros. Bah oui, pour beaucoup de gens, le tennis, c'est juste Roland-Garros, c'est le bac, les partiels à l'université, le brevet, la glandouille plutôt que les révisions. Et peut-être aussi une partie en 2014 avec un cousin sur un terrain extérieur communal. Et puis, c'est tout. Bah oui, aujourd'hui, on se rend compte que le tennis, il existe aussi le reste du temps. Et au moment où nous enregistrons, la saison a démarré et même l'Open d'Australie, un des 4 tournois du Grand Chelem, est passé. Oui, aujourd'hui dans Gol Volant, on zoome sur le tennis, sa pratique, son enseignement, ses particularités, son haut niveau. Parce que le tennis, bah c'est cool. En tant que pratiquant, je vais essayer de garder la neutralité légendaire qui me caractérise. Mais sachez que je fais partie du million de licenciés environ qu'il y a dans le tennis en France. Messieurs, dames, s'il vous plaît, silence. Les joueurs-joueuses sont prêts et la fine équipe de Gol Volant aussi. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Et aujourd'hui, en plateau pour Gol Volant, il y a avec moi Julien. Salut Julien. Salut Jérôme. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, toi, Julien? Moi, une petite chronique scientifique BCBG sur est-ce que le tennis est de droite ou pas. BCBG? Oui. Ok. Ça te ressemble pas, mais pourquoi pas. J'ai changé pour cette émission. Mais il n'y a pas que Julien en plateau aujourd'hui avec nous, il y a aussi Julien. Salut Julien. Salut Jérôme, ça va? Ouais, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Julien? Alors moi je suis venu pour faire une petite troisième mi-temps BCBG aussi. Ah ouais, c'est vraiment le tennis BCBG. Voilà, on s'est bien croisé avec Julien là, sans se consulter, on a fait tous les deux une chronique BCBG. Incroyable. Ça va être pas mal je pense. Quelle coïncidence. À la technique, il y a Mathieu qui est grippé. Alors comme à l'époque du Covid, on a installé une vitre entre lui et nous pour qu'il garde ses miasmes. Et voilà, équipe limitée, on est en nombre limité aujourd'hui. Pas beaucoup de place sur un terrain de tennis. Non. Un cours de tennis un même. Cours, bien vu. J'ai révisé moi. On sent que Julien a préparé
son émission. Mais on n'est pas que tous les trois, que l'équipe de Gaulle Volant, parce qu'aujourd'hui, on a un invité en plateau. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Alors Gaël, qu'est-ce que tu viens faire là Pourquoi est-ce qu'on t'a demandé de venir ici ? En qualité d'expert, voilà, puisque je suis prof de tennis au club de Montgermont. Et oui, en qualité d'expert au club, donc le tennis club de Montgermont. Tout à fait. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de professeur de tennis ? Comment on devient professeur de tennis ? Pourquoi on devient professeur de tennis ? Pourquoi le tennis ? Toutes ces questions. Écoute, c'est une longue histoire, une très longue histoire, non comment on devient prof de tennis j'ai pas une histoire forcément très, très classique, parce que j'ai très peu joué au tennis étant enfant. Ouais. J'ai fait une seule petite année, vaguement, quand j'avais 7-8 ans, je crois. Et puis, voilà, après, l'adolescence est passée par là. Et c'est ravage. C'est ravage, totalement. Du skate, beaucoup de fêtes et pas beaucoup de sport. D'accord. Mais on s'y a remis, arrivé à la fac, justement, à Rennes 2. Ouais, ok. Voilà, j'ai repris avec un copain qui avait des terrains extérieurs dans ses immeubles, enfin, à côté des immeubles. Là, accessible, quoi. Accessible à tous, voilà. Et puis... on a retapé un peu la balle comme ça m'a bien plu. Je me suis inscrit à la fac, au SUAPS, où j'ai eu des cours avec Yann Neveu, qui est toujours prof là-bas d'ailleurs, je crois. Et puis voilà, je m'y suis mis comme ça. Mon beau-frère aussi jouait, donc... Il y a une histoire un peu familiale. Une histoire familiale s'est créée, voilà, tout à fait, une rivalité avec mon beau-frère. Et puis voilà, j'ai arrêté la fac, petit boulot, maraîchage, pion, rien à voir toujours avec le sport. Ouais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, allez, ça me plaît bien. J'ai passé un BPGEPS APT, qui a toujours rien à voir avec le tennis. Parce que APT, c'est pour c'est un peu multi... Activité physique pour tous, ouais. Donc okay. C'est pour faire animateur sportif. Quelque chose de plus général, quoi. Voilà. Ouais. Mais à ce moment-là, je commençais à jouer beaucoup au tennis. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu le classement, parce qu'il faut un certain classement pour pouvoir être prof de tennis. Alors, c'était quoi le classement qu'il fallait obtenir ? À l'époque, c'était 15 et après ça a été redescendu à 15-2. Donc là, actuellement, si quelqu'un qui nous écoute, qui joue au tennis, veut devenir prof, il peut passer le diplôme s'il a été 15-2 à un moment donné dans sa vie. C'est ça, ouais. Pour le diplôme d'État. Après, tu as un CQP-ET, c'est un plus petit diplôme qui permet d'enseigner aux débutants et aux enfants. Ok, moi qui me plaignais des sigles dans l'éducation nationale, je vois que dans le tennis, il y a moult sigles également. Exactement. D'accord, et donc le tennis, alors oui, on sent qu'il y a une histoire un peu familiale, finalement aussi, c'était ce qui était accessible peut-être, toi, à ce moment-là. Ouais, on va dire ça. C'est vrai qu'il y avait, dans la commune où j'habitais, à l'époque, il y avait le tennis, le foot, le judo. Il n'y avait pas non plus énormément d'activités possibles. Oui, donc, à l'époque, quand même, faire du judo, faut peut-être pas déconner non plus. Ouais, j'en ai fait, Jérôme, détrompe-toi. D'accord, et alors maintenant que tu es coach... j'imagine qu'avec le club, donc Tennis Club de Montgermont, vous essayez un petit peu de recruter les jeunes de la commune ou des alentours. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui hésite à se choisir je sais pas, il sait pas quel sport choisir. Qu'est-ce que permet le tennis ? Qu'est-ce que tu dirais qu'il est à mettre en avant dans la pratique du tennis ? Je pense que déjà c'est quand même un sport assez ludique. Y a quand même une grosse part de jeu dans ce sport-là. Donc je pense que c'est le premier truc. Après, il y a aussi, je pense, le fait que ça soit un sport individuel, ça permet aussi de progresser à son rythme. Ouais. On a quand même, je pense, moins la pression du groupe qu'on peut avoir dans d'autres activités pour les enfants en tout cas. Oui. Voilà, parce que ils arrivent... on les met quand même par groupe de niveau, donc il n'y a pas trop de différence de niveau a priori entre les enfants. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez cohérent en termes de progression et de pédagogie. Ouais. Donc, pour ça, je pense que c'est pas mal. Oui, puis il n'y a pas cette pression qu'il peut y avoir dans les sports co peut-être, ou notamment certaines atmosphères, comme dans le football par exemple, c'est ça qu'on pense directement, de pression un petit peu Ouais, je pense que en tout cas, vu que c'est par groupe de niveau, il y a quand même beaucoup moins cet aspect-là pour les enfants. Voilà, et puis après, nous, ça reste un club très convivial, donc ils se connaissent tous, vu que c'est sur une petite commune. Il y a une bonne émulation qui se crée, parce qu'ils se connaissent tous de l'école, etc. Donc il y a un esprit assez sympa, quoi. Parce qu'on peut quand même mettre ça en avant. Alors oui, c'est un sport individuel qu'on peut pratiquer à son rythme, mais il y a quand même une dimension collective dans le tennis.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, quand on le pratique, en fait, on le pratique aussi beaucoup en équipe. Ouais, carrément. Déjà, de toute façon, tous les cours, c'est à plusieurs, en fait. On n'est pas que 2 sur le terrain. Ouais. Les enfants, ils sont entre à peu près 6, on va dire. Même des fois un petit peu plus quand ils sont petits, entre 5 et 8 ans. Donc oui, déjà, il y a vraiment un aspect collectif. Ils viennent en groupe, ils repartent, ils sont tous copains. Enfin, voilà, il y a une vraie émulation là-dessus, quoi. Oui, et puis il y a les compétitions. Si jamais on décide de se mettre à la compétition, on se retrouve à faire partie d'une équipe avec nos partenaires, les autres joueurs de l'équipe qui peuvent venir nous parler au changement de côté. Il y a quand même une dimension collective. Il y a une vraie dimension collective, ouais. Totalement. Ouais. Après, c'est ça qui est assez intéressant, je pense, c'est qu'on peut le pratiquer justement, soit d'un point de vue vraiment très individuel pour ceux qui sont pas très justement dans l'esprit collectif, mais aussi pratiquer essentiellement à travers le sport d'équipe. Et il y en a beaucoup d'ailleurs au club qui ne jouent quasi que en sport d'équipe. Et là, Jérôme se reconnaît totalement. Je me reconnais parce que je fais partie des licenciés du tennis club de Montgermont, on va quand même le dire. Voilà, merci pour ce premier élément. Julien, t'as bien tout compris? Parce que Julien qui est très éloigné de la pratique du tennis. J'ai essayé une fois le tennis. Juin 2003. Ok. Ouais, à Osgore. On était partis entre copains faire du surf et se la bourrer pendant une semaine. Et on a essayé une fois de faire du tennis. Ok, je crois que j'ai lu l'article du fait divers qui avait eu... je pense que j'ai cassé 2 maisons. Non, j'ai une très très mauvaise expérience du tennis. D'accord. Ça m'a très frustré. Très très frustré. Mais après, moi je suis 15-4, il n'y a pas de problème, c'est QFD. Hein. Nickel, pas de souci. Oui, justement, Julien, tu parles de 15-4, c'est QFD. Justement, le tennis a tout son langage. Il y a quand même tout un langage qui l'accompagne. Et je me propose, pour nos auditeurs, de vous faire un petit décryptage pour que vous compreniez bien quels sont les différents langages qu'il faut maîtriser si jamais on se lance aussi, dans le tennis. Alors, en tant que spectateur, comme en tant que joueur, il y a des choses à comprendre, il y a des codes. Donc moi, j'ai identifié 3 dimensions à ce langage. Alors, je vous montre un petit peu en pratique ce que ça donne. Bon, allez, ça fait combien là ? 15-30 ? Allez, faut pas laisser passer l'occasion. Déjà tout à l'heure, il était à 40-15 sur son service et il a perdu le jeu. Allez, il rebasculera à 3-1 dans le deuxième set. Déjà dans le premier, il mène 5-4 et il finit par perdre au tie-break. Pas possible ça. Allez, ça donne quoi là ? Allez, on rebascule. Et oui, parce que rien que compter les points au tennis, c'est déjà toute une histoire. Alors, tentative d'explication. Donc, quand vous marquez le premier point, vous commencez un match, vous marquez le premier point. 1-0. 15. Le deuxième, dur, hein. 30. Donc, on imagine que le troisième... 45. Eh non, le troisième, 40. Et si vous marquez le quatrième, ça fait jeu. Alors, attention, il faut quand même 2 points d'écart. Donc, les jeux sont comme autant de mini-matchs qu'il faut réussir à remporter pour ensuite remporter un set. Le premier qui marque 6 jeux. Mais attention, il y a toujours besoin d'avoir 2 jeux d'écart. Donc si on se retrouve à 5-5, on pourra gagner le set 7-5. Julien, fais pas cette tête-là. Il y avait un 7 et un 7 en même temps, je ne voulais pas dire la même chose. Il y avait 7 SET et SEPT. Et si on est à 6-6, on fait un tie-break, une sorte de grand jeu, et cette fois-ci c'est en 7 points, et cette fois-ci, on compte 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, on joue au minimum 2 sets. Hein. Il suffit pas de gagner un set pour remporter la partie. Alors d'ailleurs, je me souviens d'un match il y a quelque temps, où tiens donc, j'affrontais notre invité du jour, Gaël, en compétition officielle, et où ma compagne, qui était exceptionnellement venue, vient me voir à la fin du premier set, au moment où commence le deuxième, et me dit « Mais je comprends pas, vous en faites un autre, là ?» Pas maîtriser tout à fait le fonctionnement. Alors, j'en reviens à comment ça se passe au sein d'un jeu. Donc, pourquoi 15, 30, 40 ? Alors là, je peux vous fournir 2 types d'explications. Premier type d'explication, la courte, ça vient du jeu de paume. Tu m'as paumé. Deuxième explication, la longue. Alors, ce décompte particulier vient du jeu de paume, ancêtre du tennis, inventé, dit-on, par des moines français et largement popularisé pendant la Renaissance. Il était pratiqué sur un terrain rectangulaire séparé en 2 parties longues de 60 pieds par un filet. Parallèlement à ce filet étaient tracées des lignes numérotées 15, 30, 40. Une fois qu'un point était remporté, le joueur ayant gagné l'échange devait s'avancer sur la ligne suivante, ce qui lui reprochait un peu plus du filet. Ces lignes étaient distantes de 15 pieds, environ 4,5 mètres. En toute logique, on aurait dû donc compter de la façon suivante, 15, 30, 45, mais la ligne 45, considérée comme trop proche du filet, a été reculée de 5 pieds.
CQFD. Voilà, donc ça vient du jeu de paume, quoi. Donc vous avez compris comment compter les points, hein. Je pense que vous avez bien compris, Julien. Oui. Vous pouvez vous lancer dans la compète. Et pourquoi pas devenir classé. Mais donc là, il va y avoir d'autres éléments de langage qu'il va falloir maîtriser. Ah, il joue bien là en ce moment. Franchement, il est 15-3, mais il mériterait... Ouais. Oh, t'as vu ça là il joue 15-2 plus. Il n'y a pas si longtemps, il était encore 31. Hein. Mais tu sais que son coach, il est 2-6. Le mec, il joue, je l'ai vu jouer, ça joue grave. Oh, non, ça vaut beaucoup mieux que 15-3, ça. Hein. Beaucoup, beaucoup mieux. Oui, allez, fini. Tu finis. Ah non, il finit. Bon, alors, il faut savoir, pour les classements, hein, il existe un classement qui s'appelle le classement 0. Il y a des gens qui sont classés 0. Et contre toute attente, le mec qui joue 0... Il est pas nul. Ouais, il joue grave. Alors, l'explication des classements. Un joueur 1-6, il est donc moins bien classé. Et avant, quand il affrontait un 0, il avait le privilège, il avait une petite compensation, comme il était moins fort, c'est qu'il démarrait un jeu sur 6 à 15-0 en sa faveur, automatiquement. Il avait une sorte de point de bonus. Le 2-6, il démarrait 2 jeux à 15-0. Il avait un point bonus sur 2 jeux. Attends, le 15-2, il commençait avec 15 jeux d'avance. Alors 15-2, il commençait avec 15 chacun de ses jeux. Ah ouais. Plus le 2, ça voulait dire qu'il avait 2 bonus. Donc sur 2 jeux, il menait même pas 15-0, il menait 30-0. Avec la carte, fais jouer ton adversaire sur un pied. Il peut la sortir une fois, non? Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver s'il y avait d'autres cartes pour compenser. Voilà, donc le 30, par exemple un 34 qui affrontait un 0, il démarrait toujours au moins à 30-0 en sa faveur, plus 4 bonus sur 4 jeux sur 6, il démarrait même à 40-0. Alors, c'est compliqué. La base, c'est que voilà, c'était basé sur le classement 0. Donc dans le classement, vous avez, en France, par exemple, vous avez les numérotés, qui sont les top players un peu. Joueurs professionnels. Ouais, joueurs professionnels. Ensuite, on a les négatifs, pareil, contre toute attente. Les négatifs, c'est les mecs qui jouent grave, qui sont juste en dessous, qu'on peut être sur du semi-pro. Après, il y a le 0. Puis ensuite, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6. Puis 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5. Puis 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et il y a même un classement 40. Donc attention, il faut bien quand même connaître les classements parce qu'il y a des mythos quand même qui vont vous dire oui, moi j'ai été 15-6, j'ai été 7-6 ou alors j'ai été 30-15 et ça ne marche pas au niveau des classements. Bien, allez, il y a encore un autre langage qu'il va falloir maîtriser. Allez, il faut qu'il continue à jouer lifté sur son revers. De toute façon, c'est ça. Dès qu'il va jouer lifté, il va lui faire jouer des revers hauts. L'autre, il est emmerdé. De toute façon, il fait que du slice. Hein. Et ils sont pas mal. Hein. Là, tu vois, il est engagé. Il a fait un service kické. Franchement, c'est pas mal. Allez, viens à la volée, là. Il faut que tu viennes à la volée. Allez. Allez, la volée. C'est encore foiré. Hein. C'est fou, ça. Coup droit, revers. Normalement, ça va. Hein, Julien? Oui, tout à fait. Ça, c'est toujours toi que je prends en témoin. J'ai l'impression que je sers à ça aujourd'hui. Ouais, mais après, il y a tous ces mots, hein, et slicer, kicker, lifter, voler, couper. Alors, une volée, normalement, ça va, c'est frapper la balle sans attendre qu'elle ait rebondi dans son terrain. Souvent, c'est quand on se rapproche du filet. Puis après, il y a slicer, chipper ou couper. C'est frapper la balle en passant sa raquette sous la balle, de manière à donner une rotation à la balle. Rotation vers l'arrière, dans le cas du slice, qui va nous donner une balle plus lente, qui va peu rebondir. Il y a le coup lifté, qui est l'inverse. La rotation de la balle va vers l'avant. Donc la balle, au moment du rebond, elle va accélérer. Oui. Alors quand vous servez, quand vous engagez, vous pouvez kicker votre service, le slicer, pour donner une rotation qui permettra ou d'augmenter le rebond, dans le cas du kick, ou de déborder son adversaire latéralement en sliçant. Gaël, est-ce que tu confirmes à peu près mes explications? Tout à fait, non, c'est limpide. Limpide. À diffuser cette chronique dans toutes les écoles de tennis. Pourquoi il n'y a que de l'anglais dans ces termes? Bah parce que le tennis c'est... Oh bon Mathieu, t'es à la technique toi. Je me recouche. Bon, en vrai, il y a quand même un 4e langage que vous pourrez découvrir si vous vous lancez dans la compétition de haut niveau. Oh putain, j'en reviens pas. Oh le gars c'est un rat. Oh là là, le gros... Oh le limeur. Oh, le rameur, il est au fond et il fait que lui mettre des ronds là. Voilà, du coup Jean-Jean il fissure là. Il fissure complètement. Ah, ça joue à pouce babal, là. Allez, là. Mais fume-le. Fume-le. Allez. Oui, monsieur.
voilà, enfin c'est passé. Alors un limeur, un rameur, c'est quoi? Est-ce que Gaël, tu te reconnais dans cette définition? Tout à fait, c'est exactement mon style de jeu, Jérôme. C'est quoi un limeur, un rameur? C'est quelqu'un qui reste beaucoup au fond du court, qui tape pas très fort dans la balle et qui la lève beaucoup pour emmerder son adversaire, ce que t'aimes pas du tout d'ailleurs, Jérôme. Bah oui, c'est quelqu'un. Alors on dit aussi faire des ronds. Ça peut consister à faire des ronds, envoyer des grandes balles hautes, mais c'est en gros laisser la responsabilité du jeu à l'autre joueur, ne pas prendre de risques et attendre qu'il commette l'erreur. Donc il y a fissuré, qui est un terme un peu qu'on peut entendre parfois sur les bords des cours du tennis. Quelqu'un qui fissure. Alors il y a péter un câble un peu, mais ça peut être craqué psychologiquement sans avoir une attitude tout à fait dégueulasse. Mais c'est perdre un peu ses moyens, quoi. Tout à fait, Benoît Paire, une légende. Paire, ouais, le roi de la fissure, un petit peu, quoi. Tout à fait. Mais lui, il perdait ses moyens, quoi. Il perdait ses moyens et en plus, il avait une attitude dégueulasse. Voilà. Donc, je peux que vous recommander d'aller jouer au tennis et de découvrir un peu. Voilà, le tennis, c'est quand même un sport de langage. Je me suis rendu compte que sur certaines rencontres, il était plus agréable, finalement, de parler sur le bord du court que de jouer. Je vous laisse aller découvrir ça et puis voilà, on va faire une petite pause musicale dans notre émission. Alors j'ai trouvé un groupe qui s'appelle Tennis et qui nous chante Origins, et je sais Gaël de source sûre que tu adores la pop. J'adore ça. Et voilà, c'est un morceau de pop, Tennis avec Origins.
C'était le groupe Tennis avec la chanson Origins et on est dans Gaulle Volant et on parle de tennis. C'est incroyable comme c'est bien fait. Je vous ai fait une petite chronique juste avant la pause musicale sur le langage, les langages qu'on peut trouver dans le tennis et j'ai eu la confirmation auprès de notre expert du jour Gaël que j'utilisais les bons éléments de langage. Bien, on enchaîne maintenant avec un petit conseil culturel. Et vous peignez quel genre de peinture? Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. Je voulais vous demander, comment vous en êtes venu à la culture burgonde? La culture burgonde, je savais même pas qu'il y en avait une. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise. Et donc aujourd'hui, comme conseil culturel, je vous propose un film. Alors ces dernières années, il y a eu de nombreuses sorties cinéma sur des films se déroulant dans l'univers du tennis. Donc il y a eu La méthode Williams, Borg, McEnroe, Battle of Sex, et plus récemment, un film belge, Julie se tait. Moi, je vais vous parler d'un film français. Alors il s'agit de 5e set de Quentin Reynaud. Donc c'est un film sorti en 2021. Donc l'histoire de ce film, c'est celle de Thomas Edison, joué par Alex Lutz, vieux, entre guillemets, tennisman professionnel. Donc on va suivre son parcours à Roland-Garros, où il doit passer par les qualifications avant de rejoindre le tableau final. Donc on le suit dans le quotidien avec sa compagne, son enfant, sa mère, son coach, et bien sûr on le suit dans son tournoi avec les différents matchs qu'il va jouer. Donc je vous spoil le début du film. Thomas Edison gagne ses 3 matchs de qualification et se retrouve donc dans le tableau principal où il devra affronter au premier tour Thomas Tosso, le nouveau champion français qui, lui, n'a que 17 ans. Alors moi j'ai trouvé que c'était un film réussi, on voit toute la difficulté de mener une carrière de haut niveau, la vie de famille sacrifiée, toute l'intendance qu'il y a derrière, et puis le corps, qui est arrivé 37 ans après toute une carrière, est dans un sale état. Le réalisateur, donc Quentin Reynaud, s'appuie sur sa propre expérience, lui qui a été classé 2-6 dans sa jeunesse, donc voilà, on en revient au classement, ce qui est un très bon classement. Les images de tennis sont très réalistes. Quentin Reynaud fait le choix de filmer les matchs de façon assez dramatique. Ils sont rendus très intenses par la manière de filmer, donc souvent à hauteur de joueur, derrière Alex Lutz, ou j'imagine sa doublure à certains moments, parce que techniquement c'est quand même assez cohérent. Et puis avec une musique vraiment presque angoissante. Et puis voilà, on suit Thomas Edison avec ses douleurs, ses plaies pendant le match. On souffre avec lui pendant le match. Bon, on pourra regretter quelques petits défauts au niveau du scénario, notamment les relations un peu caricaturales qu'entretient Edison avec sa mère ou son entraîneur, mais le film nous permet de plonger dans le monde du tennis pro, voilà, assez cohérente, avec un Alex Lutz inspiré dans le rôle d'Edison. On s'écoute la bande-annonce. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale. Parce que je supportais plus de devoir perdre. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je trouve pas qu'il te ressemble un peu, Tosso. Je suis plus beau. On vieillit tous, Thomas. Je vais jouer les qualifs. Tu vas te faire tuer, mec. Moi, j'abandonne pas. Alors, je sais pas si t'as vu ce film, toi, Gaël, 5e set? Non, jamais vu. Tu l'as pas vu? Je sais pas si... Alors, justement, en tant que coach de tennis, est-ce que les films, le cinéma sur le tennis, est-ce que t'es friand de ça ou t'y vas un peu avec attention, ça risque de pas être très beau, techniquement, pas très cohérent voilà. Ouais, souvent, je me méfie un petit peu. T'es sur tes gardes? Je suis un peu sur ma garde, ouais. Jamais... C'est rarement réussi, quand même, je trouve... Mais bon, celui-là a l'air pas mal. J'en ai entendu parler, en tout cas. Ouais, il y a une fin qui est assez intéressante. En tout cas, je vous recommande d'aller au bout de ce film. Il y a vraiment des choix qui sont faits qui sont assez sympas. D'ailleurs, à ce propos, je vous avais déjà parlé, il y a quelque temps, du tennis dans le cinéma. Je vous propose de réécouter une ancienne chronique où je vous parlais de tout ça. Bien, moi, puisque c'est mon tour, vous doutez bien, je vais parler d'art, hein. Évidemment, comme vous le savez tous, j'adore l'art. L'art, c'est ma passion. J'imagine très bien ce qu'on se dit quand on me connaît un peu, qu'on me voit arriver. Tiens, voilà Gégé, il va encore nous parler d'art. Bien alors, on est dans une émission de sport.
Donc je vais vous parler du tennis, le sport que je pratique en compétition dans l'art. Alors j'ai tiré au sort parmi tous les arts qui existent parce que je ne pouvais pas tout faire d'un coup. Donc c'est tombé sur cinéma, musique et bande dessinée. Coup de bol. La prochaine fois, je pense que j'évoquerai la place occupée par le badminton dans l'architecture, la sculpture et la poésie. On verra. Bien, alors pourquoi évoquer ce thème ? Eh bien parce que comme beaucoup de passionnés de sport, quand je vois des films sur des sports que je pratique, eh ben je suis vénère. À chaque fois, ils n'ont rien compris, c'est pas comme ça qu'on fait. Dégueulasse, ça ressemble pas du tout à ça. Dans le cinéma, je commencerai par citer la scène finale de Blow Up d'Antonioni. Alors, je dois bien avouer que j'ai pas vu le film, mais j'ai juste vu la scène de fin. Donc, dans son film de 66, Antonioni conclut par une bande de mimes qui sont en train de jouer à ce qu'on appellerait aujourd'hui du air tennis. Et même en mime, je suis gêné. Gêné parce que les deux adversaires se placent au milieu du terrain, ils arrêtent leur geste juste après l'impact supposé entre la raquette et la balle. Et non, quand on joue au tennis, on accompagne la balle avec sa raquette. N'importe quoi. Je prends cet exemple. Rien qu'en mime, je suis vénère, mais les exemples, il y en a des tas. Jonathan Rhys-Meyer est censé enseigner le tennis dans Match Point de Woody Allen, avec une prise en coup droit qui est tout à fait dégueulasse. Alors une prise, c'est la manière dont on tient le manche de la raquette. Alors même moi qui, dans le milieu du tennis, les copains ils sont là en train de dire « Ah, t'as vu, il a une prise fermée, prise ouverte, je comprends pas grand-chose, mais là, c'est dégueulasse. » Bridesmaids de Paul Feig, une partie de tennis endiablée, du rythme, on croit que ça joue bien, puis on se rend compte que pour taper fort dans la balle, elles font des slices de coups droits, des coupés de coups. Moi, je ne vais pas pouvoir tout expliquer non plus. Mais alors, à quoi bon filmer le tennis si on ne sait pas faire ? Moi, j'ai plusieurs théories là-dessus. La première, c'est qu'il sert souvent de marqueur social. Il permet, parmi d'autres choses, de situer socialement les personnages de l'intrigue. Bien souvent, le businessman, celui qui fait des affaires, plus ou moins légales, sera représenté en train de jouer au golf. Le petit bourgeois, lui, ce sera plutôt le tennis. Je reprends Match Point. Jonathan Rhys-Meyer, son personnage en tout cas, utilise ses soi-disant aptitudes au tennis pour enseigner aux bourgeois londoniens et pour ainsi mieux intégrer leur milieu. D'ailleurs, dans plusieurs films de Woody Allen, on situe socialement les personnages parce que des fois, ils sont dans un clubhouse, parce qu'ils parlent de tennis. Dans les deux films d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis, les 4 principaux protagonistes se confient ou règlent régulièrement leur compte sur un cours de tennis. Ils sont, par ailleurs, médecins, vendeurs de voitures, employés au ministère. Dans Friends, la série mythique, plusieurs fois les sports de raquettes sont évoqués. Une seule fois, ça apparaît à l'écran, c'est quand Chandler et Monica jouent face au patron de Chandler et sa femme. Donc il fait de la lèche à son patron pour s'intégrer à la caste du dessus. Et je regarde, oui, toujours Friends aujourd'hui, et je vous emmerde. Moi, je suis content, c'est le premier truc que je connais depuis tout à l'heure. J'ai pas vu tous les films dont je parle. Dans Intolérable cruauté des frères Cohen, il y a une scène où on voit George Clooney qui renvoyait des balles, envoyées par une machine, il est à la volée, et puis en fait, il téléphone en même temps. Parce qu'il s'ennuie dans la vie. Donc c'est une manière efficace de faire comprendre rapidement que le riche avocat qu'il incarne se fait bien chier, il s'amuse pas, il fait ce qu'il est censé faire. Dans la BD, c'est le même constat. Alors, peu de BD, de tennis dans la BD. Un tome de la célébrissime série Black Sad le met en scène, sur juste quelques cases, avec un politique puissant qui s'apprête à s'entraîner. Dans Commando colonial de Bruno et Apollo, 2 protagonistes qui se dragouillent légèrement mènent une courte partie de tennis endiablée chez un riche entrepreneur établi à Madagascar. On nous communique très habilement qu'il y a du pognon dans la maison grâce à la présence du cours de tennis. Alors, il a aussi régulièrement une autre fonction, selon moi, le tennis au cinéma notamment, c'est de mettre en scène une partie de tennis délurée. Pourquoi ? Peut-être parce que le tennis, c'est un sport très rigide, qui donne encore plus envie que les autres de ne pas respecter les codes. Le tennis, c'est silence avant l'engagement, pas de mouvement dans le public derrière les joueurs, tenue blanche pour tout le monde à Wimbledon. Donc, plusieurs films font péter les codes. Il y a notamment Les vacances de Monsieur Hulot de Tati, Les sorcières d'Eastwick de George Miller avec Michelle Pfeiffer et Jack Nicholson notamment. En BD, on pourrait aussi signaler l'amusant Match de Grégory Panaccione. Dernièrement, petit virage avec des films réalistes qui s'intéressent au monde pro, qui mettent en scène des vrais joueurs ou des joueurs fictifs. Il y a Borg versus McEnroe de Janus Metz-Petersen ou encore Battle of the Sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris, qui met en fait en scène le match qui a vraiment eu lieu entre un ancien numéro 1 mondial, Bobby Ring, et la joueuse Billie Jean King. Les 2 personnages sont interprétés respectivement par Steve Carell et Emma Stone. Bon, je me suis demandé, je vous le rassure, je me le demande quand même depuis un petit moment déjà, est-ce que le tennis est-il aussi bourgeois que semble dire le cinéma ?
et pas que le cinéma. Alors il est vrai que les compétitions auxquelles moi je participe sont destinées plutôt aux classes moyennes, petites bourgeoises. Alors on est sur une sociologie à l'œil nu, sociologie de comptoir, finalement, ce qui est le contraire de la sociologie. Mais je vais quand même vous raconter une petite anecdote me concernant. Il y a des années maintenant, j'accompagnais ma copine de l'époque rejoindre ses parents, pharmaciens et dentistes, dans leur appartement loué à Cannes pour les vacances. Le moi de l'époque, hirsute et dépeigné, n'était pas vraiment destiné à rentrer dans cette résidence. D'ailleurs, plusieurs personnes s'inquiétèrent et mes beaux-parents durent rassurer. Il est avec nous, il est gentil. Mais après une partie de tennis endiablée sur le cours de la résidence, sur lequel donnait une grande partie des appartements, les regards changèrent. Les gens se mirent à parler de l'élégance de mon coup droit. Alors, je vous rassure, mon coup droit dans le tennis de compétition n'est jamais vanté pour son élégance. Mais dans le milieu petit bourgeois, il était apprécié pour son esthétique. Voilà, petite anecdote juste pour montrer comment le tennis semble faire partie de ma petite expérience des codes de la bourgeoisie. Bon, cette anecdote a pris un peu trop de temps, je me suis peut-être un peu trop livré une fois de plus. Je vais très vite évoquer le tennis dans la musique. Alors, il y a du très très lourd. Karen Cheryl, Philippe Laville, Alain Chamfort, ils ont tous fait une chanson sur le tennis. Alors, il y a eu une sorte de hype autour des chansons sur le tennis fin 70, début 80 en France. Et notamment, il y avait ça. Au-delà de quel horizon vas-tu chercher sans le savoir? Jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire? Toi ton combat c'est le tennis. Eh ouais! Voilà, une autre époque, incontestablement. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous aimez? C'est Pierre Barou, avec une chanson qui s'appelle Le tennis. Le tennis, très bien. On va écouter un autre petit bijou que j'ai trouvé en fouillant sur Internet. Alors vous allez devoir essayer de deviner de qui il s'agit. Il est au service, je suis au supplice, sur ce grand cours de tennis. L'arbitre tout là-haut note le scénario, vivement qu'on en finisse. Le voilà qui frappe. On va arrêter là, je crois. La voix est particulièrement agaçante. Alors, c'était marqué sur le pilote de l'émission, donc vous savez tous que c'était Michel Legrand. Michel Legrand, dont l'élégance a été vantée sur France Inter, notamment, si vous écoutez beaucoup France Inter, au moment de son décès, et j'ai pas entendu cet extrait-là passer. Bizarre. Michel Legrand, les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort, et aussi ce formidable morceau, la partie de tennis. Goal Volant, l'émission de sport et société en balado-diffusion sur toutes vos plateformes préférées. Bien, on va reprendre le cours de notre émission en se faisant une deuxième petite partie de discussion. Jingle. Eh bien, je crois que les joueurs sont en train de profiter de cette mi-temps pour se rafraîchir. Ah, c'est la reprise et les voilà repartis de plus belle. Allez, messieurs! Mi-temps! Portez-vous bien? Oh, une petite mi-temps avec un petit jingle bien senti. Alors Gaël, donc on l'a dit, tu travailles dans un club de tennis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce club, sur son fonctionnement? Alors combien de licenciés, combien d'enseignants? Ouais, bien sûr. Déjà, c'est un club associatif, donc c'est un peu différent en termes de fonctionnement que les clubs privés, parce qu'on se repose sur un bureau, avec une élection de bureau, etc. On est au club de Montgermain, on est 240 licenciés à peu près. On est 2 profs quasi à temps complet, en tout cas qui travaillons une trentaine d'heures par semaine sur le club. Ok. Donc il faut ça pour 240 joueurs, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est la particularité du cours de tennis, c'est qu'en fait, il faut un prof pour 4 à 2 joueurs sur un terrain. Donc ça demande quand même beaucoup de présence et d'encadrement. Oui, contrairement aux autres disciplines, où souvent on peut mettre quasi 15-20 personnes. Oui, selon les sports. On parlait de judo tout à l'heure, on peut vite imaginer qu'un cours de judo, tu auras un prof et une vingtaine d'élèves qui seront là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment une particularité, je pense, du tennis qui est assez importante, c'est que l'encadrement, en fait, il est très restreint. Forcément, quoi. Si on veut vraiment que ce soit cohérent...
Parce qu'il y avait les cours à l'ancienne où on en mettait 10 kikis de chaque côté qui frappaient une balle de temps en temps. Mais... Ça, c'était les années 80. Ah ouais, ça c'est passé, quoi. Et ouais, au niveau du fonctionnement... Alors, je sais pas parce qu'il y a beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent... Ouais, c'est important. Comme toute association, je pense que la convivialité, la vie associative, ça ne marche qu'avec l'investissement des bénévoles du club, donc qui sont là sur les compétitions, qui sont là sur tout le côté administratif. Ouais. Voilà, donc c'est une part matériel aussi presque avec des coups de main, des fois il y a besoin de choses. Exactement, voilà, venir faire un peu d'entretien, faire les courses, enfin toute la vie classique qui permet que quand les licenciés viennent au club, ça se passe dans de bonnes conditions. Qu'ils soient accueillis bien accueillis. Et au niveau des événements qu'il peut y avoir autour d'un club, justement, ces moments de convivialité, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, il y a les championnats par équipe, déjà, qui peuvent représenter un peu des moments de je pense que c'est quand même le principal moment, un peu, quand même, d'un club de tennis, c'est quand même les matchs par équipe. Après, il y a le tournoi du club, qui est un tournoi open, donc ça permet aux autres licenciés d'autres clubs de venir jouer, donc là souvent aussi affronter les redoutables tennisman et tenniswoman du TC Montgermont. Puis après on essaye de créer des moments un peu dans l'année autour de Noël, voilà, on fait une semaine un peu apéro double, on appelle ça, où les joueurs ramènent de quoi se substanter et puis le prétexte permet un moment plus festif, plus déconnant. Oui, il y a des événements. Il y a un tournoi interne aussi, où tous les joueurs s'affrontent les uns les autres, avec généralement les finales où les gens viennent voir, parce que c'est des joueurs qu'ils connaissent. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pareil. L'idée, c'était de créer vraiment un peu aussi un tournoi qui permette aux joueurs du club de se connaître, parce que 250 licenciés, ça fait quand même un sacré nombre. Donc là, les joueurs qui ont à peu près le même niveau se rencontrent. Donc après, ça permet de se retrouver un peu en dehors, créer aussi des amitiés. Ouais. Bien, merci Gaël. Alors, à Montgermont, il y a comme infrastructure, c'est 2 terrains de tennis. On a 2 terrains intérieurs et 2 extérieurs, mais qui sont pas très bon état. Qui sont pas en très bon état. On les a utilisés pendant le Covid parce que c'était une des seules activités qui avait le droit de reprendre. Ah oui. Donc on les a beaucoup utilisés à ce moment-là. Et finalement, ça a bien marché, mais c'est vrai que sinon, le reste de l'année, les Bretons sont pas très friands du jeu en extérieur. La météo n'aidant pas. Ouais, étonnamment. Eh bien, en parlant de terrain et d'infrastructure, je me suis lancé dans un mot trop compliqué pour moi. Julien, je sais pas, je crois que tu voulais nous parler un peu de ça, non? Oui, c'est ça. Je suis tombé sur une étude scientifique qui, du coup, permettait une corrélation de la superficie utilisée pour un sport et en lien avec la taille du matériel et tout ça pour amener une corrélation sur la droiture-gauchure de ce sport. Parce que c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher au tennis. Donc maintenant, jingle musical scientifique. Bruit d'éprouvettes qui s'entrechoquent, bruit de calculateur qui calcule. Oui, je vois vos têtes attentistes et j'entends le bruit de vos synapses qui s'activent pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. J'ai pas eu le temps de préparer ce jingle. En même temps, Jérôme, tu as trouvé le moyen de me demander de faire cette chronique il y a 2 jours, alors qu'on en était à 3 ou 4 pintes. Alors c'est sûr, c'était plus facile pour moi de te répondre oui, mais tu prenais le risque que j'oublie aussi. Donc sois déjà content que je n'ai pas oublié. T'as pas encore entendu ce que j'avais à dire. Bon alors navré, mais j'ai besoin d'un jingle pour lancer ma première chronique BCBG. Alors c'est parti, générique. Ah non, je suis con, il n'y en a pas, merde. Première chronique BCBG de l'émission, bien calculée pour bien gérer. Donc sera l'occasion pour vous, chers auditoristes, de découvrir le travail scientifique du professeur Z. J'ai eu l'occasion de croiser cet illustre scientifique lors d'un colloque international. Non, c'était avec mon coloc en impair sur la nationale, alors que nous faisions du stop. Le professeur nous a gentiment fait gagner du temps lors du trajet Châlons-Ruffignac en faisant un petit détour pour nous déposer. En effet, nous rentions de festival et lui, le professeur Z, pas mon coloc, revenait d'un colloque. C'est pour ça que je me perdais un peu. Vous suivez-vous? Bon alors, accrochez-vous car nous partons pour des sommets stratosphériques avec cette chronique. On est à cheval entre la théorisation du phénomène épicentral des neutrinos et la discussion d'il y a 2 jours avec Jérôme après notre 5e pinte. Le professeur Z, appelons-le Julien, tiens, pour que ça soit plus simple à suivre, s'est lancé le défi de référencer de manière exhaustive toutes les disciplines sportives afin d'obtenir un indice fiable et global du degré de droiture d'un sport ou degré de gauchure si vous lisez le résultat de cette étude dans l'autre sens. Là, t'expliques le protocole scientifique. Ouais. Voilà, c'est éprouvé. En effet, cela fait plusieurs années que ce professeur émérite bien quelque chose, non ?
Je vous ai encore perdu, je sens. Non, sérieusement, c'est à l'aide de plusieurs tableurs Excel matriciels qu'il a compilé des données autour de l'origine politique des praticiens-praticiennes d'un sport, les croisant avec la taille du matériel utilisé, rapport à la surface nécessaire pour s'adonner à ce sport. Vous voyez le graphique là ? C'est bien. Car lui aussi, qu'on vient de lui dire que il en avait marre, donc ce professeur, qu'on vient de lui dire que son sport était un sport de droite, ou au contraire un sport de babos. Avec des discours si clivants dans la société, pas étonnant que les gens n'osent plus faire de sport après. Et les résultats de son travail sont sans appel. Je tiens tout de suite donc à dévoiler ce qui intéresse aujourd'hui au plus haut point notre anarcho-coach de tennis et son petit poulain. Votre sport favori n'apparaît qu'en violet sur le diagramme final avec un indice 7.080. Soyez donc rassurés. Je ne vais pas développer sur les méthodes utilisées par ce grand professeur Julien Z, tout d'abord afin d'aller au but le plus rapidement possible, mais aussi car j'ai peur de ne pas avoir tout saisi en fait. Je rentrais de festival avec mon coloc, lui rentrait de son coloc. Bon, les données sont de toute façon accessibles sur l'interface suivante, cliquez sur le lien. En violet, dans le diagramme final, apparaît aussi l'escrime et l'équitation. L'escrime aura un indice de 15.40 et l'équitation 3 pour 7, avec code double dans la deuxième de Vincennes. Le tennis utilise donc une superficie moyenne de 100 mètres carrés par joueur-joueuse, ce qui lui permet d'avoir sa cote violette, rattrapée par une dimension somme toute de la raquette qui contrebalance l'utilisation régulière de Polo Lacoste ou de CD d'Yannick Noah. A contrario, le football, lui, aura une cote grenat. Oui, mon cœur a toujours été vers le stade Saint-Symphorien. Letizy, Castendutch, Pires. Bon, avec par contre une superficie moyenne de 450 mètres carrés par joueur-joueuse, son attractivité prolétaire lui permettant tout de même de rattraper un indice 13.620. Est-ce que vous avez déjà écouté les bulletins météo marines ? Aujourd'hui, il est à prévoir un anticyclone 1000 bars d'anéantissement et centré par 50 degrés nord et 2 degrés ouest. Ce dernier se décale vers nord-ouest, ouest à 25 nœuds environ. Bon, c'est pas parce que vous n'y comprenez rien qu'il faut les interdire, alors vous me laissez finir ma chronique BCBG maintenant s'il vous plaît. Le golf, lui, a une cote verte pour un indice 8500.00. Attendez, presque 1 hectare pour une seule personne. Nous aurons aussi le snowboard en cote blanche avec son indice de 868 555 et bien entendu qui vient pulvériser tout le graphique, la voile, le surf en cote bleue. Rendez-vous compte, près de 361 millions de kilomètres carrés pour ces pratiques sportives du grand n'importe quoi. Non, attendez, pardon, là ça devient presque partisan mes interventions. Je ne suis qu'un scientifique qui a traité des données brutes, je n'ai pas de parti pris ni d'opinion rapport à ces sujets. Navré pour mon apportement. J'imagine que vous souhaitez savoir quel sport se retrouve en bas du classement. Alors sans plus attendre, car on me fait signe aussi que ça commence à être long mon histoire, nous avons bien sûr les fléchettes, avec un indice de 0.045, cote noir, blanc, rouge, mais mon préféré restera le palais, un peu au-dessus avec son indice de 0.071, cote beige en bois de peuplier. Je suis malheureusement au regret de vous annoncer que nous n'avons aucune donnée concernant le palais vendéen. Non, palais vendéen, jamais entendu parler. Ça n'existe pas. Donc, chers amis du tennis, rassurez-vous, car grâce à ce travail titanesque de collecte, vous pourrez faire fermer la gueule à toute personne qui viendra vous emmerder sur pourquoi vous ne portez pas un sarouel en jouant ou pourquoi il n'y a pas de culture en lasagne à côté de votre cours de tennis. Merde, ça suffit, hein. Moi, j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Si j'ai dû dévier le lit de la petite rivière en bas de mon terrain, c'est qu'après une journée de travail à compiler des données scientifiques de haut calibre pour réaliser votre putain d'étude, là, j'ai besoin de taper un peu sur la baballe jaune, tranquille. Merde, et Jean-Eudes, là, il vient de s'acheter un nouveau trimaran. Allez lui casser les pieds à lui. Merci Julien. Alors, si on doit extraire un peu les informations essentielles, t'étais sur les dimensions du terrain. Oui. Enfin, toi et ton professeur ton Julien, alter ego, ouais, le professeur Julien Z. Tout à fait. Voilà, le tennis a un peu cette réputation de sport de droite. Là, tu étais sur les dimensions du terrain. Oui, on se rend compte que l'espace consacré à un joueur de tennis, finalement, est pas si ridicule. Non. Et moindre comparé à ce qu'il faut pour un joueur de foot. Je me rends compte que pour la prochaine, je viendrai, parce que là, il faut mettre maintenant aussi en application que sur les entraînements, il n'y a pas tant de gens qui en profitent. Donc, tu vois, il faudra un facteur aussi temporel. Un facteur de temporalité, tiens, nous appellerons pour ma prochaine. C'est sûr que ça met en avant une partie juste des questionnements qu'on peut avoir. Oui, c'est quel espace on alloue à un sport. Et encore une fois, le foot qui paraît le sport le plus facile, le plus accessible, c'est un choix presque, je dirais, politique. Et il y a une facilité, mais derrière, c'est pas le plus écolo non plus. Non, et surtout que maintenant, à l'heure des terrains synthétiques dans le football... oui. Bien, alors on va un peu repartir de ce que vient de dire Julien sur ce... Professeur Julien. Professeur Julien et Julien, et puis aussi l'autre Julien. Cette réputation du tennis comme sport de droite, Gaël, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu as des choses à nous
à nous dire je là-dessus? pense que c'est à la base, c'est clair que ça a été un sport qui a été, en tout cas bourgeois, au moment du développement de ce sport-là, dans les années 1930, 1940, jusqu'en 1970. Après, je pense qu'à partir de 1980, il y a quand même eu un développement beaucoup plus important du nombre de terrains. Il y a beaucoup de terrains qui sont accessibles gratuitement maintenant, même à Rennes par exemple, qui permettent une pratique beaucoup plus populaire. Les coûts ont vraiment baissé, les inscriptions dans les clubs de sport sont à peu près les mêmes que pour quasi toutes les autres pratiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui font que le tennis garde cette image-là. Alors il y a, comme tu disais, l'héritage, parce qu'avant c'était pratiqué dans des clubs qui vraiment mettaient en avant clairement qu'il y avait des critères à remplir pour faire partie du club, quoi, des critères de revenus, de rang social. Il y a aussi quand même, je parlais de Roland Garros un petit peu dans l'intro, qui est quand même pour beaucoup la vitrine sur le tennis. Il y a plein de gens pour qui c'est le seul moment où tu en regardes et tu vas voir les people au premier rang de Roland Garros avec leur chapeau. Tout à fait, mais tout en haut, il y a beaucoup de monde qui regarde et qui, eux, payent beaucoup moins cher leur place. Et qui mangent un sandwich qu'ils ont préparé eux-mêmes la veille, parce que moi je suis allé à Roland Garros une fois et j'étais allé voir, t'es tout en haut. Et si j'avais revu un match à 13h, il n'y avait personne en bas parce que tous les rupins étaient au resto d'à côté. Donc il y a un peu un truc à double vitesse. Il y a une vitrine quand même très bourgeoise encore. Oui, qui est encore le cas. Hein. Dans certains clubs parisiens, c'est pareil. C'est par cooptation. On ne peut pas rentrer si on n'est pas invité. Les prix sont excessivement chers. Oui, il y a quand même des choses qui ressemblent encore à des sortes de clubs privés, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Les maisons avec leurs cours de tennis particuliers, tu vois, il y a ça aussi qui n'aide pas à redorer le blason, quoi. C'est vrai qu'on voit peu de maisons où le mec s'est fait installer un terrain de foot entier. Il doit y avoir des gens qui se sont installés des choses. Moi, j'avais dans mon garage, j'avais une table de tennis de table. Oui, voilà, toi, tout de suite beaucoup plus en adéquation avec ma maison. Mais le côté sport de droite, il n'y a pas que le côté argent, il y a aussi le côté peut-être individualiste aussi qui renforce cette idée. Ouais, et puis il y a des codes aussi qui sont quand même aussi, je parlais un peu des langages, mais n'empêche qu'il y a aussi tout un code de se taire pendant que quelqu'un sert. En fait, il y a des manières de se comporter qui ne sont pas... Ouais, c'est sûr, je pense que ça a joué aussi là-dessus. Après, quand on regarde, on parlait d'Yannick Noah tout à l'heure, mais mine de rien, je pense que c'est un joueur qui a pas mal brisé de choses. Parce qu'à l'époque, il gagne. Je pense qu'il n'est pas du tout dans les codes qu'on attendait de l'époque du joueur de tennis, un peu de bonne famille, etc. Donc, c'est très bien que tu parles de ça. Je souhaitais te poser cette question. Toi, ton époque Dreadlocks, c'était en rapport avec Yannick Noah? Tout à fait. Voilà. Okay. La musique aussi, d'ailleurs. L'époque Dreadlocks de Gaël. Yannick Noah, oui, je pense qu'effectivement, c'est quand même l'icône un peu, on en pense ce qu'on veut aujourd'hui, mais sur ce qu'il a représenté, c'était aussi un homme noir qui jouait au tennis en France. Oui. Non, là-dessus, ça a cassé quelque chose, quoi. Mais après, ces années 80, tu dis que ça a changé aussi. Je pense qu'il y a eu aussi un mouvement un peu plus global aussi sur le sport, sur le côté associatif et un peu tous les sports ont suivi. Bon, malgré tout, la course automobile, c'est compliqué et la voile, ça reste autre chose, mais voilà, le tennis a suivi aussi cette vague-là et tant mieux. Moi, je suis allé regarder un petit peu quels étaient les sports, en gros... les sports de riches, les sports pour lesquels il fallait le plus d'argent. Je suis tombé sur un top 10, alors je ne sais pas exactement ce qu'il vaut, c'était sur le site du Ouest France. Le tennis ne fait pas partie des 10 sports les plus chers. Non, ça c'est sûr. Après, je pense qu'en termes de répartition, c'est clairement pas le sport qui est à mettre en exemple, parce que faut savoir qu'un joueur qui est 200e mondial, ce qui représente quand même un niveau de jeu énorme comparé au football où ça pourrait jouer, c'est des joueurs de niveau national ou quoi. C'est des joueurs qui souvent quasi perdent de l'argent sur une année, ou en tout cas sont souvent en difficulté financière. Donc les 100 meilleurs joueurs mondiaux gagnent très 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 bien leur vie, ça c'est sûr. Et c'est eux qu'on Par voit contre, le plus, la redistribution après sur les plus petits tournois, qui sont quand même des tournois professionnels, elle est vraiment pas bonne. Et c'est un vrai problème, je pense, dans le tennis aujourd'hui, parce que du coup, ces joueurs-là, en fait, ils se retrouvent en difficulté et souvent
arrêtent leur carrière ou survivent comme ils peuvent, voilà, ou alors ils ont des aides familiales. Ou alors, et c'est là où on peut dire peut-être que ça reste un sport de riches, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens d'être soutenus financièrement par leur famille sont obligés d'arrêter, à part les prodiges qui, eux, sont toujours aidés par les sponsors ou par des académies. Ouais. Mais c'est quand on compare avec le football, par exemple, on prend les clubs de Ligue 1, tu as 18 clubs fois 20 joueurs, ça fait énormément de joueurs, juste pour la Ligue 1, comparé à un 200e au tennis, c'est quelqu'un qui au football va jouer une Coupe du Monde, quoi. C'est très très haut niveau, quoi. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a du mal à vivre de son sport, finalement. Clairement, aujourd'hui c'est très compliqué hors du top 100. Ouais. Et il y avait quoi dans ces 10 sports les plus riches de France ? Il y avait la Formule 1, il y avait l'équitation, j'ai pas les 10 en tête, mais il y avait l'escalade dedans. Ah ouais. Alors je pense qu'il y a des manières ça coûte cher une montagne. Hein. Moi j'en ai acheté deux. C'est ta deuxième là, que tu viens d'acquérir. Non mais c'est rigolo, quand on voit le prix d'une séance par exemple, c'est. Oui. Non oui, ça serait bien de voir. Le matériel coûte cher aussi. Ouais. Après il y a manière de pratiquer. C'est pareil le tennis. On peut se dire que si je me cantonne à juste les matchs par équipe et mon petit entraînement quotidien, ça coûte pas cher. Dès que je vais me mettre à beaucoup plus jouer, il faut que je m'inscrive à des tournois, il faut que j'achète des balles pour m'entraîner. Donc c'est dur de mesurer à quel point ça coûte l'escalade. Oui. Non mais il faudrait voir les données. Tu vois, moi vu que j'ai un penchant scientifique, je suis très axé sur on te laisse, comment ils ont fait cette étude. Je vais aller la voir et pour le prochain Goal Volant. Tu nous feras un compte rendu. Exactement. Plus précis que Jérôme qui. Catastrophe. Oui. Bien, on va se faire une petite pause un petit peu ludique dans cette émission. On va voir si notre expert est un vrai expert. Oh. Ouais. Alors je lui ai préparé un petit quiz. Il va avoir 10 questions auxquelles il va devoir répondre. Et il faut savoir qu'il y a quand même une difficulté supplémentaire, c'est que Julien a le droit de parler. Donc il va falloir faire abstraction des propositions de réponse de Julien, ou parfois peut-être il aura la bonne réponse et il faudra réussir à l'identifier. Ok. Est-ce que l'expert est un vrai expert ? Est-ce que le nulot c'est un vrai nulos ? Vous allez le savoir en écoutant Goal Volant. Bien, première question. Je suis allé tout simplement sur le site L'Équipe, donc le site du journal L'Équipe, qui est en gros, je pense, le site de sport le plus couru. À ton avis, dans l'ordre des sports, comment l'Équipe a rangé le tennis ? En quelle position il est dans la liste des sports suivis ? Je dirais 4e position. Julien, j'ai dit 5, moi. Toi, tu aurais dit 5 ? Il m'écoute pas. Eh ben, c'est la 3e position. 3e, donc ça montre quand même. Voilà, il y a le football et le rugby avant, mais il y a quand même un fort intérêt. En tout cas, des journalistes du journal L'Équipe. Qui a dit « Perdre n'est pas mon ennemi, c'est la peur de perdre qui l'est ». On peut proposer plusieurs choses. Hein. On est dans l'univers du tennis. Hein. Mélenchon. Mandela, Gandhi. Mélenchon. Sous acide. Ouais. Raphaël Nadal. Et c'est Raphaël Nadal, bien vu. Et je trouve que la phrase est pas si mal. Qui sont les numéros 1 français à l'ATP et à la WTA en ce moment, Gaël ? Est-ce que tu sais ça ? Français, c'est Hugo Humbert chez les hommes. Ouais, et chez les femmes ? Chez les femmes, c'est plus Caroline Garcia, ça c'est sûr. Elle l'était il y a encore pas si longtemps. Ouais. Aujourd'hui, c'est une bonne colle quand même. Ouais. Chez les filles, ça bouge énormément. Ça bouge beaucoup, et puis en plus, comme en ce moment, elles sont plutôt dans des classements plus bas, on en entend moins parler aussi. Donc c'est Gracheva qui était une athlète au départ. Didier Paris. Ouais. Qui doit pas être loin non plus. Ouais, je pense. Donc qui s'est fait naturaliser française il y a 1 ou 2 ans. Non, je crois. Elle est autour de la 60-70e place mondiale, tandis que Hugo Humbert, il doit être dans les 20 premiers mondiaux. Ouais. Attention, quel chanteur, 4e question, quel chanteur français chante le geste de Roger Federer, chanson sortie en... Ah, je voulais noter la date, mais je l'ai pas noté il y a pas longtemps. Moi, je suis team Nadal, donc j'en sais rien. Ouais, je n'ai rien à faire de tout ce qui est autour de Roger Federer. Julien, une idée ? Yannick Noah. Non, plus vieux qu'Yannick Noah. Il est vieux pourtant déjà. Alors, il a un homonyme qui était gardien du PSG dans les années 90. Serge Lama. Serge Lama, bien vu. Mathieu, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Dans le lac d'ennui de mes yeux, brille ton regard sans adieu. Les caprices sombres du monde, le rire du soleil sur l'onde. Je comprends pas tout, mais... Les poésies de la lumière et le geste de Roger Federer. C'était pour la rime, quoi.
mais c'est le nom de la chanson, hein. Les poésies de la lumière et le geste de Roger Federer. Donc Serge Lama, qui en interview déclare qu'il aurait aimé être Roger Federer, tout simplement. En même temps, on le comprend, il est Serge Lama. Donc, 5e question, à Wimbledon, une règle a sauté depuis 2003. Est-ce que vous êtes capable de retrouver quelle peut être cette règle ? Ah, il y en a beaucoup, parce que là-bas, ils sont... Wimbledon, c'est vraiment... C'est très, très select, ouais. Très codé, on très n'a pas select. le droit de couleur, ils sont obligés d'être habillés en blanc. Tout en blanc, effectivement. Ouais, Alors, c'était au moment de l'entrée sur le court. Ah, ils ont le droit de faire des sauts périlleux. Ah, je sais pas, ça. Ils y ont pas pensé, mais on pourra les appeler. Je sais pas, le casque de musique sur les oreilles, non ? Non, c'est un geste qu'ils devaient faire. Oh, ils devaient saluer la foule ? Non, pas la foule. Lancer des cœurs à tout le monde. La reine d'Angleterre. Ils devaient faire une révérence, et même à la loge royale, c'est-à-dire que si même elle n'était pas là. Si elle n'était pas là, ils devaient faire une révérence. Ça a sauté maintenant, et je crois que s'il y a quelqu'un qui est là, de la famille royale, là par contre, ils doivent continuer à faire la révérence. C'est fou, 2003, on était encore... Ils sont spéciaux, ces Anglais. Bien, 6e question, une double question. Qui sont les pays qui ont remporté la Coupe Davis et la Fed Cup en 2024 ? L'Italie et l'Italie. Eh bien vu, il n'est pas tombé dans le panneau. L'Italie et l'Italie, donc un triomphe de l'Italie en 2024. En quelle année a été instauré les classements ATP et WTA ? Ce qu'on appelle le début de l'ère Open, c'est-à-dire qu'on classe les joueurs tout au long de l'année. Années 70, non ? C'est un peu avant. Un peu avant. Ouais, j'aurais dit un peu avant. Il y avait des événements. 68. Il y avait des événements. Les événements de mai. 68. C'est ce que je viens de dire. Ah, t'as dit ça ? Mais oui, il m'a même pas écouté. Bah non, je mise pas grand-chose sur toi, Julien. Je vais essouffler. Je m'en doutais. Alors, en 2009, je me suis mis dans une galère parce que j'ai voulu parler de Kim Clijsters, je sais plus comment on dit, gagne l'US Open. Quelle est la particularité de ce succès à l'US Open de Kim Clijsters, joueuse belge ? En 2009. Il n'y avait personne face à elle. Non, le tournoi s'est déroulé à la régulière. C'est plus dans sa trajectoire à elle qu'il y a une particularité. Hein ? Expert, mais il est mauvais. Clairement, là, je suis allé chercher sur Google. Hein. 2009, c'était ta période Sarwell, Dreadlocks et Run 2, c'est ça, exactement. Voilà. C'était la période un peu plus brumeuse de la... Alors, elle avait vécu un événement dans sa vie personnelle qui l'avait amenée à se retirer des cours pendant quelques temps. Elle venait d'être maman. Maman, et du coup, elle avait gagné en bénéficiant d'une wildcard. Vous voyez ce que c'est, Julien, tu vois ce que c'est une wildcard ? Pas du tout. Gaël, est-ce que la wildcard, on peut expliquer ça ? C'est une invitation que les tournois peuvent donner à certains joueurs en fonction de leur palmarès, souvent. Oui, ça peut être des jeunes ou des jeunes joueurs, ouais. Des jeunes joueurs en devenir qui n'ont pas le classement pour intégrer le tableau, mais à qui on fait le cadeau, en fait. Ouais, c'est ça. Ou des anciens joueurs qui peuvent bénéficier de ça. Qui n'ont plus le classement non plus pour pouvoir rentrer dans le tableau et puis à qui on donne un accès. Ou les enfants des sponsors. Ou les... Il y a peut-être ça, je ne sais pas. 9e question, qui est le président de la Fédération française de tennis ? Et moi, j'ai eu besoin d'aller chercher parce que... Le président, pas Gachassin, mais... Ça a été Gachassin. Ça a été Gachassin, comment il s'appelle Alors, c'est un ancien joueur, parce que Gachassin, c'était un ancien rugby. La langue en plus. Gilles Moreton. Voilà, merci. Et alors, donc il faut savoir que le tennis est un sport particulier qui se pratique sur différentes surfaces. Il y a des gens qui détestent comme moi la terre battue. Quel est le pourcentage de cours, parmi tous les cours qu'il y a en France, de cours en terre battue, à ton avis, Gaël ou Julien ? Si tu as une idée. 17 ou 63 Un ordre d'idée autour de... T'as dit combien, Julien, toi ? Non, mais mon avis ne vaut rien là. Si ce n'est 30%. Comment ? 30%, pas plus. C'est moins que ça. C'est 14%. Ouais. 14% selon ce que j'ai trouvé. Alors, je pense qu'il y en a de moins en moins. Ouais. Parce que c'est des difficultés d'entretien. Très cher à entretenir, très gourmand en eau. Donc, c'est pas la... Ah, c'est pas la surface la plus... c'est de la terre, donc je pense qu'à la production, peut-être que c'est... Et même après, quand on l'enlève, ça va. Mais par contre, en termes d'entretien, l'été... t'es obligé quasi d'arroser en permanence. Je crois que Roland Garros, la quantité d'eau qu'ils mettent sur leur terrain pendant le tournoi, c'est incroyable. Ah oui, d'accord. Bien, c'était la dernière question. Pas si mal, il y avait des petites colles quand même là-dedans. J'ai quand même calé sur Moreton. Ouais. J'espère qu'il n'écoute pas, parce que sinon, il est quand même tout en haut de la pyramide
Bien, on va se faire une deuxième pause musicale. Alors, une musique qui est signée d'Oldelaf. Je ne sais pas si vous voyez qui est Oldelaf, qui est un musicien un peu clown, et qui nous fait une version assez particulière de J'aime le tennis, une version imaginaire dans des films un petit peu coquins. On écoute tout de suite Oldelaf avec J'aime le tennis. Roland-Garros, deux hommes qui frappent de tous leurs bras, de toutes leurs cuisses. Moi, j'aime le tennis. Moi, j'aime le tennis. Passing shot, revers croisé, un match serré, 6-3, 3-6. C'est l'été, il fait chaud, on transpire. Les corps brillent, les corps brûlent, c'est pas pire. Glacé, ou une banane, on change de sens, regard complice. Moi, j'aime le tennis. Moi, j'aime le tennis. Un match qui dure, un 5e set, du plaisir pur, 4h27. C'est l'été, il fait chaud, on transpire. Les corps brillent, les corps brûlent, c'est pas pire. En lice. Moi, j'aime le tennis. D'un joueur novice. Moi, j'aime le tennis. Une peau métisse. Moi, j'aime le tennis. Dévastatrice. Moi, j'aime le tennis. Puissant service. Moi, j'aime le tennis. Dans l'interstice. Moi, j'aime le tennis. La coupe Davis. C'est l'été, il fait chaud, on transpire. Les corps brillent, les corps brûlent, c'est pas pire. Jeu, set et match. C'était Oldelaf avec J'aime le tennis. Alors je vous recommande d'aller voir le clip. Oldelaf a une vision assez érotique du tennis en extérieur notamment. Allez voir ça. Bien, on enchaîne avec un autre conseil culturel. Et vous peignez quel genre de peinture? Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Je voulais vous demander, comment vous en êtes venu à la culture burgonde? La culture burgonde, je savais même pas qu'il y en avait une. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise. Bon, pour nos auditeurs assidus, vous le savez, j'aime les BD. Et donc, quand on parle de faire une émission, tout de suite, je pense à faire un conseil culturel et je pense à recommander une BD.
Alors non, je n'ai pas choisi de BD de Grégory Panachian, qui est un spécialiste du tennis dans la BD. Il a sorti plusieurs livres là-dessus. Notamment le foutraque et bien nommé Match, que je vous recommande, qui est très sympa. Non, là, je vais vous parler d'une BD de Jérémy Moreau. Alors, si vous connaissez Jérémy Moreau, c'est l'auteur des excellents Pense, Grimre ou Les Pisely. Alors, souvent des récits au milieu desquels est placée la nature. Jérémy Moreau, il utilise la couleur, souvent, il a un style assez unique, et je suis assez fan de ses bouquins. Mais dernièrement, j'ai découvert une de ces BD radicalement différente. Alors là, on est en noir et blanc, le dessin foisonne davantage, et le thème est le tennis, bien vu. Et ça s'appelle Max Winson. Alors Max Winson, c'est un joueur de tennis qui n'a jamais perdu. Éduqué par un père, comment dire, exigeant, on va dire, ouais, c'est beaucoup plus que ça quand même. Max gagne tout le temps, mais cela n'apaise pas la soif de perfection de son père, qui est bien sûr son entraîneur. Alors le récit démarre par la victoire de Max lors d'un tournoi du Grand Chelem, son 24e d'affilée. Mais la machine Max Winson va s'enrayer. Son père, à la santé fragile, doit renoncer à l'entraîner et il doit se résoudre à embaucher un coach aux méthodes, disons, particulières. Il y a aussi une journaliste qui va instiller le doute chez Max lors d'une interview. Est-ce que Max est une brute égoïste et insensible qui détruit tous ses adversaires ? De là, son destin va se détraquer sportivement et va l'emmener dans des péripéties toujours assez surprenantes et souvent questionnantes. Une épopée lors de laquelle Max devra remettre en cause tout ce qu'on lui a appris, déconstruire tout ce pourquoi il avait été programmé. Donc c'est une BD réussie, d'une poésie folle. Elle est tantôt drôle, tantôt touchante. Une histoire quasi philosophique qui vient interroger notre rapport à l'efficacité, la réussite, la compétition. Jérémy Moreau s'est lancé dans une histoire ambitieuse qui retombe sur ses pattes grâce à une fin très poétique. Je ne vous spoile pas. Par contre, une fois que vous aurez terminé d'écouter l'émission, vous pourrez vous procurer Max Winson de Jérémy Moreau. Et c'est paru aux éditions Delcourt. Gaël, tu l'as lu, Max Winson ? Tout à fait. Bah oui, c'est toi qui me l'as recommandé. Je suis bien obligé de le reconnaître. Ouais, c'est vraiment très très bien. Julien, je te la prête ? Ouais, je la prends. Merci. Bien, petite dernière élément de discussion. On va se poser une question qu'on se pose souvent maintenant, arrivé à nos grands âges. Est-ce que c'était mieux avant ? Les hommes se parlent plus, ils communiquent plus. C'était mieux avant. Il y a une formule que je récuse tout à fait, c'est « c'était mieux avant ». C'était pas mieux avant, vous savez. Oh, le bon vieux temps, où il y avait déjà d'ailleurs des gens qui disaient que c'était mieux avant. Parce que les gens qui disent que c'était mieux avant, c'était pas mieux avant. Bon, alors on va se la faire à l'ancienne. Un magnifique jingle avec du Guillaume Meurice et du Jean d'Ormesson dedans. Et du Michel Sardou. Comment ? Et du Michel Sardou. Du Michel Sardou. Toudou. Ah ouais. Ah, c'est Michel. Ah, je connais pas aussi. Le temps des colonies. Ah, oui. C'était mieux avant. Ah, c'était ça. Merci pour cette création de jingle, Mathieu. Alors Gaël, est-ce que le tennis était mieux avant ? C'est toujours un peu une question qu'on... Je sais pas si c'est une vraie question, mais c'est un réflexe que beaucoup de gens ont vis-à-vis de leur sport. C'était toujours mieux avant. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'on est toujours un peu nostalgique de la période un peu d'enfance où on rêve devant les sportifs, etc. Donc oui, sûrement que j'ai un peu de nostalgie moi aussi de l'époque 90, Quarten, oui, c'est vrai que tous ces joueurs-là, voilà. Mais non, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, il y a quand même des super joueurs, des super matchs, etc. Mais c'est sûr que le jeu a un petit peu changé, par contre. C'est beaucoup plus athlétique. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Il y a un petit peu moins de variations dans le jeu. Les prototypes sont plus classiques, quoi, on va dire, de joueurs, quoi. Parce qu'avant, il y avait plus de variété. Notamment, on parlait des volleyeurs, c'est-à-dire ceux qui se ruaient au filet dès que c'était possible. Est-ce qu'il existe encore dans les 10 premiers mondiaux maintenant, en hommes comme en femmes Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde joue beaucoup plus de manière stéréotypée, quoi. Sur la ligne, on tape très fort, et du coup, les joueurs ont moins le temps d'être créatifs par rapport à avant, je pense. Donc oui, c'est sûr que d'une certaine manière, ça a enlevé toute une partie du jeu, enfin en tout cas, au niveau tactique, ça a beaucoup évolué. Donc, ouais. Il y a des grands nostalgiques de cette époque-là où il y avait beaucoup plus de joueurs qui faisaient des choses différentes. Et voilà. Et puis après, je pense que par contre, même dans tout ce qui est l'à côté des joueurs, ça a énormément changé. Dans les années 70, ils faisaient la fête entre eux.
c'était beaucoup moins professionnel dans l'approche, alors qu'aujourd'hui, c'est très aseptisé. Il reste quelques joueurs un peu différents, mais qui sont vite un peu vilipendés dès qu'ils font des conneries sur le terrain. Après, ça, c'est une tendance du sport global. J'ai l'impression qu'effectivement, les comportements un peu pas raisonnables que pouvaient avoir les sportifs à côté existent moins, quoi. C'est ça, en tout cas, ils sont beaucoup plus sanctionnés par l'opinion publique. Ouais. Parce qu'au début des années 2000, il y avait encore Marat Safin qui était un fêtard pas possible. Là, maintenant, je suis pas sûr que dans les Sinner, les Alcaraz, les Djokovic, les Swiatek, les Zabalenka... Non, dans les tout meilleurs mondiaux, ils sont hyper professionnels dans leur approche. Ouais. Je pense Ils sont fades. Ils sont beaucoup plus fades, je pense, que ceux des précédentes générations. Mais ça a déjà commencé avec Nadal, Federer, c'était des joueurs... Des perfectionnistes aussi. Djokovic, très perfectionnistes, qui ont été beaucoup plus loin dans leur approche du sport qu'avant, où il y avait un côté, je pense, plus convivial, en tout cas, entre eux. Et, Voilà, c'est ça, je pense que c'est quelque chose que les anciennes générations regrettent un petit peu. Je pense que j'ai un sentiment un peu équivalent au tien. Après, c'est toujours pareil, effectivement. Il y a le moment où on a découvert le sport, où on était gamin, et on regrette aussi de vieillir. Et donc, on regrette cette époque-là. Bien, allez, ça va être l'heure de se quitter, mais avant ça, on va avoir le droit à une troisième mi-temps. Ah, il y a Julien aussi qui est là en plateau avec nous, et on va écouter sa troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. La troisième mi-temps. Va chercher le pack de bière. Voilà, donc le moment de ma deuxième chronique BCBG. Une belle chronique bien grivoise cette fois. Oui, une chronique pour vous aider à prouver le tennis, si vous voulez. Papotons un peu sur le tennis, je vous prie. Car Jérôme, malgré ton tennis prévisible, tu ne peux pas jouer au tennis dans l'appart. Et Patrick, là, avec ses allusions à la jupe de tennis. Le problème, c'est que Patrick rend son tennis dur. Ah là 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 là, l'appel du tennis. Non, rassurez-vous, si mon discours vous semble un peu décousu, ce ne sont pas les effets secondaires des multiples pintes englouties avec le coach avant-hier pour essayer de me recruter. Quoique, je vous conseille le making-of le lendemain, le making-of donc de ces contrepétries, avec notre confrère Benjamin que vous connaissez bien, vous qui écoutez Gaulle Volant régulièrement. Et voilà, c'était juste une petite introduction grivoise remplie de contrepétries, afin d'introduire ma troisième mi-temps Q. Oui, je file la métaphore du pénis. Non, je la mets pas fort au tennis, hein. Je voulais juste continuer pour parler culture. Oui, voilà. Je voulais en profiter donc de ce petit temps d'audience imparti pour vous présenter, moi aussi, une super bande dessinée de Cookie Calcaire éditée chez Steinkiss. Pénis de table. Non, pas de contrepétrie ici. C'est l'histoire de 7 mecs qui racontent tout sur leur sexualité. Oui, tout. Seront abordés la masturbation, la performance, les fantasmes, bref, tout sur le zizi. Bien que le nombre d'hommes interviewés ne soit pas évidemment représentatif, Charlie, l'auteur, a réussi à s'entourer d'un échantillon intéressant. Des célibataires, des mariés, des homosexuels, bisexuels, pansexuels. Cela nous permet de voir à quel point l'éventail des possibles est large. Pardonnez-moi cette image. La bande dessinée aborde un sujet assez difficile à évoquer librement, la sexualité. Des hommes en plus. Et l'auteur amène une touche d'humour et de dédramatisation qui m'a permis de prendre le recul nécessaire à lire tout cela. Car moi, ça m'a mis un peu en insécurité cette lecture. Insécurité tout d'abord car c'est un sujet que j'ai très peu abordé avec mes proches, mais aussi car je ressentais un petit sentiment de voyeurisme qui me questionnait. Heureusement, le dessin et les discours viennent dédramatiser tout cela. Ça fait du bien. Donc, 6 thématiques, 6 ambiances, et on commence l'ouvrage avec un univers sportif, du ping-pong. Voilà comment j'ai pu introduire ça dans ce Gaulle Volant. On retrouve donc nos 7 bonhommes, chacun une raquette de tennis de table, et on leur demande d'y inscrire le nombre de fois où ils se masturbent pour débuter la discussion.
Sauf qu'après avoir dévoilé leur nombre, l'auteur se rend compte qu'il a oublié de donner un référentiel de temps et que donc ces comparaisons ne valent pas grand-chose. Voilà, c'est juste l'excuse humoristique pour lancer la discussion. Ensuite, on aura une petite ambiance de jungle pour parler orientation sexuelle, ambiance cuisine pour décortiquer le pénis, sa taille, sa forme, ambiance spatiale pour parler orgasme, chamanique pour les fantasmes et chevaleresque pour conclure l'album sur la performance. Voilà, je me permets de conclure avec des petites pépites que j'ai trouvées qui m'ont fait vraiment bien marrer. Alors désolé, c'est à retrouver. Voilà, donc facile. Donc là on parle masturbation. Ça n'a rien à voir. Pour moi, me masturber et faire l'amour, c'est deux choses distinctes. La masturbation n'est pas une sous-version du sexe, c'est pas du dépannage. Tu peux comparer ça à manger au restaurant versus cuisiner chez soi. Dans les deux cas, tu manges, pourtant c'est radicalement différent. Moi, ça m'a fait marrer ces trucs. Et ensuite, petite dernière, et après on s'arrêtera là, mais le dilemme du canapé-lit pour parler orientation sexuelle. Donc, tu prends un canapé-lit. Bon, quand tu l'utilises plié, c'est un canapé. Mais quand tu le déplies, ça devient un lit. On est d'accord. Pourtant, même déplié, en lit, tu n'as aucun problème à concevoir qu'il est toujours un canapé. Juste, pas là tout de suite, le canapé. Donc, on fait souvent l'erreur de croire qu'être bisexuel, c'est être complètement entre deux. Jamais pouvoir faire un choix. Et du coup, quand on rencontre un bisexuel en couple avec un homme ou une femme, on pense, il a changé d'avis. Mais au contraire, c'est enfin décidé. Mais non, mais c'est con. C'est comme dire qu'un canapé-lit, une fois déplié, ne pourra jamais être utilisé autrement. Voilà. C'était voilà, le canapé-lit pour expliquer la bisexualité. Très bien. T'en as une petite dernière, Julien ? Ouais, excusez-moi, j'ai perdu mon marque-page, mais celle-là, voilà, elle est géniale. Donc, c'était pour parler performance. Et donc, il y aurait une théorie selon laquelle les mammifères sont programmés pour éjaculer le plus vite possible. Et ça remonterait à un temps préhistorique, juste au cas où il y a un prédateur qui nous attaque. Et donc là, une jolie petite image d'une levrette avec le tigre en dos de sable qui est derrière. Et voilà, monsieur a fait son travail. Voilà, donc bon, peu de rapport avec le tennis, malgré tout, pénis-tennis, moi je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette blague. De toute façon, t'as entendu... C'était soit ça, soit pastis. Donc je crois que je préfère une petite blague sur le pénis. Et tu nous fais un bon conseil BD. Ouais. Tu la connais cette BD ? Je ne l'ai pas lue. Je te la prête. Ah bah j'aimerais bien que tu me la prêtes, effectivement. Trop cool. Bien, on va se quitter là-dessus. Merci Gaël pour ton expertise, non pas sur le pénis, mais sur le tennis. Expertise. Oui, c'est ça, je suis pas bon en contrepétrie. On salue au passage tous les licenciés du club de Montgermont où tu exerces et on remercie encore une fois, en tout cas il faut le faire, remercier les bénévoles qui permettent aussi au club d'exister, de bien vivre et te permettent aussi de travailler dans de bonnes conditions. Oui, c'est très important, Jérôme. Merci pour cette intervention. Et on les embrasse. Bien, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Goal Volant. Salut. Salut à tous. Oui Gérard, effectivement le match vient juste de se terminer, c'était donc les 16e de finale où le Suédois Björn Brandl a battu très facilement hélas le Français Henri Toubon. Henri nous rejoint, installe-toi Henri, tiens voilà tu prends le micro qui est là, voilà détends-toi, c'était un match très difficile, Henri pour toi c'est une défaite amère ce 16e de finale. Défaite c'est pas le mot je veux dire, bon bien sûr c'est dur à avaler. Enfin bon, ça remet pas en question ma carrière, parce que je pense quand même que c'est quand même dur à avaler, mais bon, faut être bon joueur. À quel moment as-tu senti que la victoire t'échappait quand même, Henri ? Disons que moi j'essaie de faire du beau tennis, tu vois. Oui. Bon, c'est sûr qu'au premier set, 6-0, ça a été un petit peu dur, ça m'a permis d'étudier un petit peu le jeu de Björn Brandl. Bon, après le deuxième set. Deuxième set, oui. 6-0. Voilà, j'ai senti un petit peu sur une perte de vitesse. C'est vrai. Bon, mais quand même, au troisième set, il faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. Oui. 6-4. 6-0. 6-0, Henri. 6-0 6-0, oui. T'es sûr ? On garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins. Voilà. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le Bob man. Allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Hop là. Mais ne courez pas comme des cons. Allez, mets un rouge là-dessus. Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.